nécessite de savoir repérer les principales structures anatomiques la constituant. Le but de ce film est de vous aider à acquérir ces connaissances. Pour procéder à l'examen des régions antérieures, antéro-supérieures et postérieures, il est nécessaire de mobiliser l'épaule de votre patient. Nous retiendrons 4 situations. La première est celle du bras en position neutre. La deuxième est celle où l'on porte ce bras en rotation externe. La troisième situation est la situation où la paume de la main est posée à plat sur la fesse. Et enfin, la quatrième situation consiste à poser la paume de la main sur l'épaule opposée. Pour éviter l'apparition de troubles musculo-squelettiques, l'examinateur devra être placé à une hauteur supérieure à celle de la patiente à examiner. L'échographe à utiliser sera doté d'une sonde linéaire superficielle de haute fréquence au moins égale à 7,5 MHz. L'utilisation d'une poche à eau peut être utile en raison des nombreux reliefs osseux se situant au niveau de l'épaule. L'examen de la région antérieure de l'épaule débute par une coupe transversale. Cette coupe est réalisée sur un bras en position intermédiaire, c'est-à-dire coude fléchi à 90 degrés, le dos de la main reposant sur la face antérieure de cuisse. La sonde est déplacée transversalement. À partir de cette coupe, on identifie facilement les reliefs osseux de l'humérus. Sur le versant interne figure le trochin, sur le versant externe figure le trochitère. Et entre ces deux reliefs osseux se trouve la coulisse bicipitale. Au sein de la coulisse bicipitale chemine le tendon du long biceps. Le muscle superficiel de cette région est le muscle deltoïde. On s'aidera de l'artefact d'anisotropie pour bien délimiter le tendon du long biceps. Le muscle sous-scapulaire trouve sa terminaison tendineuse sur le trochin et présente également des fibres tendineuses qui tendent à rejoindre le tendon du long biceps en parcourant la partie superficielle de la coulisse bicipitale. Le bras étant maintenu en position intermédiaire collé le long du corps, l'examinateur effectue des mouvements passifs de rotation interne et externe de l'épaule. La sonde est maintenue transversalement. Cette position permet d'effectuer une échographie dynamique de la région antérieure de l'épaule. Elle permet également d'identifier certaines structures anatomiques. On visualise en premier lieu le trochin, plus en dedans le processus coracoïde. Entre ces deux reliefs osseux chemine le tendon du sous-scapulaire qui vient s'insérer sur le trochin et sur la coulisse bicipitale. Le muscle sous-scapulaire est recouvert par la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Durant cette échographie dynamique, on appréciera le caractère convexe vers l'avant du muscle sous-scapulaire. Le bras étant maintenu en rotation externe, la sonde est appliquée longitudinalement. Elle va balayer la face antérieure de l'épaule de l'intérieur vers l'extérieur. En regard du tendon du long biceps, la sonde descend le long de ce tendon pour arriver à la jonction myotendineuse. À la partie la plus interne de cette région antérieure, nous allons repérer facilement le processus coracoïde, sur lequel s'insère le coraco-biceps. En déplaçant la sonde vers l'extérieur, nous arrivons à
à une structure osseuse qui est le trochin, recouvert par le muscle sous-scapulaire qui présente plusieurs ramifications tendineuses. En superficie de ce muscle sous-scapulaire se situe la bourse sous-acromio-deltoïdienne. En déplaçant de nouveau la sonde vers l'extérieur, nous arrivons au niveau du fond de la coulisse bicipitale. Cette coulisse bicipitale est parcourue par le tendon du long biceps, lui-même recouvert par la bourse sous-acromio-deltoïdienne, ainsi que par le muscle deltoïde. La sonde descend pour arriver à la jonction myotendineuse du biceps brachial. En superficie se trouve le deltoïde. L'étude de la région antéro-supérieure de l'épaule débute par l'examen de l'articulation acromioclaviculaire. L'épaule étant en position neutre, il est simple d'identifier par la palpation cette articulation et de positionner la sonde dans son axe longitudinal. À l'écran, on identifie facilement les structures osseuses la composant. À l'extérieur, on repère l'acromion et en interne, la clavicule. L'articulation est délimitée par une capsule. L'examen du tendon et du corps musculaire du sus-épineux nécessite la position paume de la main appliquée sur la fesse. Dans un premier temps, la sonde est appliquée en regard de l'insertion du tendon sus-épineux sur le trochiter. L'ensemble de l'insertion de ce tendon est suivi par un balayage d'avant en arrière. Et secondairement, la sonde passe au-dessus de l'acromion pour cheminer dans la fosse sus-épineuse. Sur l'écran apparaissent des structures osseuses que nous allons identifier. À la partie la plus externe, on retrouve le trochiter et plus en interne, l'acromion. Entre ces deux structures osseuses chemine le tendon du supraépineux qui s'insère sur la coiffe des rotateurs, avec à sa surface la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Donc la sonde va procéder à un balayage d'avant en arrière pour visualiser la totalité de l'enthèse de ce sus-épineux. Puis suite à cela, la sonde bascule au-dessus de l'acromion et nous voici dans la région sus-épineuse. On reconnaît dans le plan le plus profond l'omoplate, le muscle le plus superficiel est le trapèze, et un peu plus en profondeur apparaît le sus-épineux avec des cloisons tendineuses intramusculaires. La coupe suivante est également effectuée dans la position main sur la fesse. On repère l'acromion et la sonde est ensuite basculée en bas et en avant en direction du processus coracoïde. L'image qui apparaît sur l'écran est composée de deux reliefs osseux entre lesquels est tendue une bande hyperéchogène. À la partie extérieure, on retrouve l'acromion. À la partie plus interne, le processus coracoïde. Entre ces deux structures osseuses est tendu le ligament acromiocoracoïdien qui, à l'état normal, est rectiligne ou concave en avant.
La coupe sagittale de l'intervalle des rotateurs est effectuée dans la position main sur la fesse. Cette fois-ci, la sonde pivote autour du trochiter pour se diriger à sa partie la plus antérieure. Le point de repère est le tendon du long biceps. Sur l'écran, le tendon du long biceps est facilement individualisé en raison de son écogénicité. En arrière de ce tendon, on retrouve l'insertion du tendon du sus-épineux. En avant du long biceps, on retrouve le sous-scapulaire. Le long biceps, qui poursuivra son trajet dans la coulisse bicipitale, est maintenu en place par les ligaments coraco-huméral et gléno-huméral supérieurs. La coupe sagittale de la coiffe des rotateurs s'effectue dans les mêmes conditions que la coupe sagittale de l'intervalle des rotateurs. La seule différence tient dans le fait que la sonde pivote autour du trochiter, mais cette fois-ci dans le sens de l'avant vers l'arrière. L'objectif de cette coupe est de repérer les insertions tendineuses des muscles sus et sous-épineux. On retrouve sur l'écran l'aspect hyperéchogène du tendon du long biceps que nous venons de décrire, puis la sonde pivote de l'avant vers l'arrière. Il n'existe pas en fait de critères échographiques permettant de différencier les insertions tendineuses des sus et sous-épineux. Seule parfois, l'angulation des facettes d'insertion trochitérienne de ces tendons permettra de préciser la nature du muscle sous-jacent. Sur la partie postérieure de ce trochiter, nous retrouvons la corticale osseuse de ce trochiter, le tendon d'insertion du sous-épineux, recouvert par la bourse sous-acromio-deltoïdienne, et encore plus en surface, nous retrouvons le muscle deltoïde. L'examen de la région postérieure de l'épaule débute par une coupe axiale du tendon et du corps musculaire du sous-épineux. Pour réaliser cette coupe, il est nécessaire de tourner le dos à la patiente et d'appliquer la paume de sa main sur l'épaule opposée. La sonde pivotera autour du trochiter de l'avant vers l'arrière pour ensuite se diriger vers le versant postéro-interne de l'épaule. Apparaît sur l'écran la corticale osseuse du trochiter. Sur ce trochiter s'insère le tendon du sous-épineux. La sonde se dirigeant sur le versant postéro-interne de l'épaule fait suite à ce tendon du sous-épineux un corps musculaire. Nous repérons dans le plan le plus postérieur l'omoplate, puis le corps musculaire du sous-épineux qui présente des ramifications tendineuses. Il est également possible d'examiner depuis la région postérieure l'articulation gléno-humérale. La patiente étant dans la même position, cette fois-ci la sonde pivote autour de la tête humérale pour rejoindre le bord postéro-interne de l'épaule. On repère aisément la tête humérale grâce à sa structure sphérique. Nous figeons l'image et la voici qui apparaît sur votre écran. À proximité, nous trouvons le bourrelet glénoïdien postérieur.
Comme vous pouvez le constater, on identifie parfaitement également le rebord glénoïdien de l'omoplate. Ainsi, le rebord glénoïdien, la tête humérale et le bourrelet glénoïdien postérieur sont parfaitement visibles. En dehors de ces éléments articulaires, nous retrouvons le sous-épineux et plus en superficie, le muscle deltoïde. Ainsi s'achève notre film. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent apprentissage de l'échographie de l'épaule et n'oubliez pas de débuter votre formation sur des épaules indemnes de lésions.